Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Jessica Flamand, une multi-entrepreneur sans frontières de la Chine au Maroc. Il y a 5 ans, est né le rêve un peu fou de créer en famille avec son mari et ses 2 jeunes enfants un petit coin de paradis à 2 heures de Paris, à Essaouira. Maison Flamingo, c'est elle, c'est eux. Un family business et une marque lifestyle pour les amoureux du design et d'authenticité. Jess nous livre son parcours, le fait d'être toujours animée par de multiples projets. Elle nous raconte le lancement de sa marque de textile haut de gamme en Asie, puis son expérience enrichissante de salariée et sa réinvention professionnelle avec son nouveau projet de vie au Maroc, autour de la maison Flamingo et Terre Infinie qui accompagne les projets immobiliers au Maroc. Elle nous livre son parcours, ce qui a orienté ses choix et nous partage ses projets. Son cheminement est riche en prise de conscience qu'elle nous partage dans cet épisode. Hello Jess, je suis hyper contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Salut Nat, merci, je suis ravie aussi. J'aime bien commencer l'épisode en te demandant, tout commence par un rêve. Quel est le tien Jess, de rêve? Ouh là là, alors moi mon rêve, en fait j'ai plein de rêves. À différentes étapes de ma vie, j'en ai toujours eu. Je trouve que le rêve, ça drive quand même pas mal la vie. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite maintenant, mon rêve, ce serait d'aller passer 2 mois en Asie l'hiver prochain. Mais entre-temps, on aura déménagé entre la France et le Maroc. Des rêves, j'en ai plein, mais là, ouais, mon rêve, je suis fan de l'Asie, en plus du Maroc. Mais retourner faire un grand voyage, j'ai des petits-enfants qui ont 4 et 6 ans, et les emmener découvrir l'Asie où j'ai vécu, où j'ai passé une partie de ma vie. Ouais, c'est quelque chose qui me donne beaucoup envie. Génial. On sent l'envie d'aventure en toi et du coup, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et un petit peu plus sur toi et ton parcours? Je m'appelle Jessica, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, Com et Lou, qui ont 6 ans et 4 ans. J'ai grandi en France, en région parisienne, une famille, 4 enfants, un papa pilote de ligne, donc autant te dire que le voyage a toujours été au cœur de la famille, des discussions depuis toujours. J'ai eu un parcours scolaire classique, école de commerce, et je me suis rapidement orientée sur l'international aussi, parce que le voyage fait partie de ma vie depuis toujours. J'ai eu des passions et des rêves différents plus jeunes. J'ai voulu aller dans l'astronomie parce que j'étais passionnée par ça en seconde. Après, je me suis un peu spécialisée aussi dans le sport business parce que j'ai eu une carrière de sportive de haut niveau aussi. Et puis finalement, voilà, le voyage est revenu comme un fil rouge. Donc, à l'issue de mes études, j'ai fini mes études par partir faire un échange en Thaïlande à Bangkok. Donc, autant te dire que ça a été des mois de fêtes incroyables. Et puis, à l'issue de ça, j'ai commencé ma carrière professionnelle en Asie, à Shanghai. Je suis partie vivre à 23 ans. J'étais le cocon familial et je suis partie m'installer là-bas et je suis restée 4 ans à Shanghai. Voilà, et après j'ai eu différentes expériences professionnelles. J'ai rejoint un grand groupe de distribution à ce moment-là parce que c'est vrai que sortant d'école, être à l'autre bout du monde, on était en 2007. La Chine était très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Tout le monde parlait chinois dans la ville. La Chine n'était pas aussi accueillante qu'elle l'était ces dernières années. Aujourd'hui, elle est relativement fermée. Donc, je suis arrivée dans un groupe français. Voilà, très rapidement, j'ai senti que c'était certes très formateur, mais que je n'allais pas y rester non plus toute ma vie. Et puis, au bout d'1 an et demi, j'ai décidé de monter ma société. J'avais 24 ans. J'ai toujours été animée par la création de projets qui soient divers et variés. Depuis l'adolescence, j'ai toujours eu besoin de créer, développer des choses. Et poussée par l'énergie, le cosmopolisme, les rencontres que je faisais à Shanghai en 2007-2008, je me suis dit, ça y est,
je veux monter ma société. J'adorais le textile parce que le groupe de distribution pour lequel je travaillais était dans le textile. J'avais un passé aussi de nageuse en natation synchronisée. J'ai fait beaucoup de natation synchronisée à haut niveau. Et pour mon sport, j'ai eu l'occasion de dessiner même maillot de bain. Donc, je me suis dit, allez, à 24 ans, 23, 24 ans, à l'autre bout du monde, j'ai essayé d'assembler et de secouer la boule de cristal à ce moment-là, de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sais faire. Et je me suis dit, bah voilà, je vais créer ma marque de maillot de bain dans le milieu des Français, des Européens qui vivaient en Asie à ce moment-là. J'entendais beaucoup les gens voyager, certes habiter dans les grandes mégalopoles asiatiques, mais voyageant un peu partout en Asie et se plaignant de ne pas avoir de jolis maillots de bain comme on trouvait en Europe. Donc, j'ai décidé de créer une marque de maillots de bain qui s'inspirait de mon univers des ballets aquatiques, avec en ligne rouge l'envie et le désir de faire des beaux produits et de créer en fait immédiatement un storytelling important. Donc j'ai fait ça pendant 7 ans. Ça a été une superbe expérience. J'ai bâti une équipe, j'ai 2 associés qui ont rejoint l'aventure très rapidement. On a tout bâti en partant de rien. Ça a été vraiment formidable, extrêmement difficile, mais formidable et challengeant. Je suis revenue vivre en France aussi pendant ce temps-là, au bout de 4 ans, et à l'approche de la trentaine, je sentais que l'énergie était plus la même qu'au début de la vingtaine. Et j'ai eu envie à ce moment-là de revenir en fait dans un grand groupe et que tout ne dépende pas de moi en fait. Donc j'ai décidé de céder ma société, de passer à autre chose. Voilà, je suis quelqu'un en fait qui est pressé, je suis pressée de vivre en fait, et j'adore l'idée d'avoir plusieurs vies dans une vie. Et je m'étais aussi rendu compte que bâtir une marque, surtout dans un produit saisonnier, ça allait me prendre probablement toute ma vie, et je pense que je n'avais pas cette patience de construire quelque chose sur toute une vie. J'avais trop envie d'aller découvrir autre chose et de me réintégrer, de me reprofessionnaliser dans une structure qui allait encore me tirer vers le haut. Donc on était en 2015-2016, après la revente de ma société et toute la passation. Je me suis remise sur le marché du travail français cette fois-ci, avec cette étiquette d'entrepreneur asiatique. Autant te dire que j'étais vue comme un alien et que le marché du travail français à ce moment-là n'était pas du tout ouvert à des profils comme le mien. Donc j'ai eu beaucoup de mal et je l'ai pas très très bien vécu. J'ai eu du mal en fait, j'avais accès à des super entretiens de super marques, vraiment. Et à chaque fois, j'arrivais en phase finale et à chaque fois, on prenait toujours le candidat qui, lui, avait fait un des copier-coller d'expérience. Parce qu'entre guillemets, mon profil à moi faisait un peu plus peur et il n'était pas dans les rangs. J'étais un profil atypique. Et force est de dire que malgré tout ce qu'on peut penser, quand même, la France, voilà, on met quand même les gens dans des cases et dans des rangs, donc c'est pas facile d'en sortir. Donc parfois, j'arrivais même en entretien en cachant le fait que j'avais créé ma société à 24 ans en Chine, parce que tout simplement, en face de moi, on comprenait pas toujours. Voilà, donc finalement, j'ai rejoint le groupe, enfin plutôt la marque Petit Bateau. Ça s'est fait un petit peu par hasard, par opportunité. Et là, ça a été hyper bien accueilli. Je suis tombée dans une équipe très entrepreneuriale, très indépendante, qui m'a donné une très grande souplesse. Donc, je suis arrivée dans cette marque pour m'occuper de l'Asie depuis Paris, donc avec beaucoup d'allers-retours, beaucoup de déplacements. Je me suis hyper épanouie. J'ai trouvé que le retour dans le salariat n'avait pas été difficile pour moi parce que justement, chez cette marque, il y avait une telle bienveillance, une telle confiance envers les collaborateurs que je me suis vraiment éclatée. Puis en plus, ils m'ont fait progresser au bout de 2 ans. J'ai pris un périmètre international. Donc vraiment, ça a été super chouette. Mais au bout de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai commencé à avoir cette petite fibre entrepreneuriale qui repointait le bout de son nez. Toujours cette envie de faire des projets et de vivre sa vie à 100 à l'heure. Et parallèlement à toutes ces années-là, avec mon mari, on avait eu un énorme coup de cœur en fait pour la région des Essaouira. Pendant un voyage en famille, il s'avère aussi que ma famille maternelle, moi, depuis 4 générations, a toujours vécu une partie de sa vie au Maroc. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même une influence là aussi importante. Donc on a fait ce voyage en 2017 en famille. On venait d'avoir notre premier enfant qui était tout petit. Et on s'est retrouvés dans cette région sublime des Essaouira et on a rencontré une Française là-bas qui vivait depuis 20 ans, qui nous a raconté sa vie, raconté les opportunités, les coûts des terrains, les coûts de construction. Mon mari étant dans l'immobilier, on s'est tout de suite regardé, on s'est dit, attends, il y a quelque chose à faire là, on adore, c'est 3 heures de Paris en avion, on arrive, on est tout de suite déconnecté. Très différent du côté très chargé de Marrakech, donc vraiment gros coup de cœur. Et là, on s'est dit... essayons de nous renseigner, de trouver un terrain, il y a quelque chose à faire. Si on arrivait à rassembler notre épargne et à construire quelque chose, enfin vraiment pour donner un petit rapport, on est sur des rapports entre 1 à 5. Enfin voilà, ça coûte globalement 5 fois moins cher
d'acheter un terrain et de le faire construire au Maroc. Donc, en fait, pour l'équivalent et le prix d'un studio à Paris, on pouvait s'offrir un terrain et une très belle maison là-bas. Donc, on s'est dit, essayons de créer cette maison de famille à nous, qui serait aussi un lieu qu'on permettrait de mettre en location le reste du temps pour pouvoir la rentabiliser et que les coûts ne coûtent pas trop cher. Et voilà, donc on s'est lancé sur ce projet. On a mis globalement 1 année à trouver notre terrain. Cette Française du début nous avait présenté un entrepreneur de confiance marocain qu'elle connaissait, avec qui on a fait ensuite la construction. Ça s'est très bien passé. Certes, la construction s'est réalisée au moment du Covid et du confinement. Donc, on n'a pas pu aller sur place autant qu'on l'aurait voulu. Mais avec notre exigence, avec mon mari, notre œil, et on savait exactement ce qu'on voulait. En plus, mon mari, c'est quand même son métier. Il a réalisé tous les plans. Il est ingénieur dans le BTP. Et voilà, il a aussi cette casquette architecte. Et on a tous les deux cette exigence et ce goût en fait pour les belles choses. Et donc, on faisait des réunions de chantier qui pouvaient prendre des heures en vidéo, en photo. Mais on a réussi en fait à sortir cette maison en étant à 3/4 du temps à distance. Et parallèlement à ça, on revient à Petit Bateau. Moi, j'ai décidé on était en plein Covid, de quitter cette très jolie marque sur laquelle je m'étais éclatée, mais parce que je recherchais autre chose, en fait. Je me suis fait quand même accompagner. J'ai pris un coach qui m'a accompagnée les 6 derniers mois avant de partir de chez Petit Bateau, parce que je m'étais dit, j'ai trouvé ça tellement difficile de commencer entrepreneur, de revenir dans le salariat, que si je repars encore dans une démarche entrepreneuriale, il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Donc, j'ai utilisé mon CPF et je me suis entourée d'une personne qui m'a vraiment accompagnée pendant toute cette période-là et qui m'a vraiment fait réfléchir sur les bonnes raisons de pourquoi je souhaitais requitter un job et un poste où tout était tracé pour moi parce que ça se passait très bien. Et puis, j'ai commencé aussi, du fait d'être fatiguée par énormément de voyages, je ne vais pas dire que j'étais en pré-burnout, mais presque en fait. Le problème d'organisation à ce moment-là dans la société ont fait que cette coach m'a aussi fait prendre conscience de qu'est-ce qui était important, en tout cas pour cette tranche de vie. Parce qu'encore une fois, ce qui est important pour aujourd'hui n'était pas ce qui était important il y a 5 ans et ne le sera pas dans 5 ans. Donc en fait, elle m'a aidée à réaligner ce que j'étais à ce moment-là, ce que je suis maintenant et ce à quoi j'aspirais pour cette prochaine partie de vie. Et c'est vrai qu'avec des enfants tout petits, que j'ai habitués, en fait, des bébés, au fait que je voyageais énormément, 1 semaine par-ci, 1 semaine par-là, Moyen-Orient, en Asie, un peu partout dans le monde, je me suis rendu compte que même si le voyage était quelque chose de génial, en fait, j'avais envie d'intégrer ma famille et mes enfants à ce voyage-là. Donc, comment j'allais, en fait, dans ma prochaine étape, créer une vie qui allait intégrer ce qui me transcende au plus profond, c'est-à-dire le voyage et l'aventure et la découverte, en incluant ma famille. Donc, quel est le meilleur moyen de le faire? En fait, c'est de créer son propre job. Et du fait, en fait, d'avoir lancé ce projet Essaouira, ça a ouvert aussi toute une palette d'idées et de chakras nouveaux pour moi, où je me suis dit, mais Essaouira est une superbe région en plein développement, donc ça n'a évidemment rien à voir avec Shanghai en 2007. Mais je retrouvais ce côté énergie, dynamisme, de plein de choses à créer, parce que tout n'est pas créé là-bas, d'une destination qui fonctionne à l'année, qui est ni trop fraîche l'hiver, ni trop chaude l'été, qui est sublime, qui correspond complètement à ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est-à-dire un voyage nature, plus authentique, plus local, proche aussi de l'Europe, avec du service. On mange bien. C'est un pays de craftsmanship, d'artisanat. Donc, en fait, ça remplissait énormément de cases à ce moment-là. Et donc, je me suis mis à imaginer quelle était la vie professionnelle qui pouvait être compatible avec le fait de s'installer en famille là-bas ou de développer des projets et d'avoir complètement de se créer en fait en famille une indépendance par rapport au travail très sédentaire qu'on connaît tous dans nos pays occidentalisés. Et donc, voilà, en fait, j'ai emmené mon mari en fait dans cette idée-là et on a commencé à s'imaginer une nouvelle vie entre la France et le Maroc avec à terme s'installer au Maroc en septembre prochain. Waouh, j'ai 1001 questions. C'est génial, génial ton parcours, c'est génial. Tu as répondu à beaucoup de choses dans ton cheminement en expliquant en fait justement par quoi tu étais passé de l'entrepreneuriat au salariat, puis de nouveau à l'entrepreneuriat. Donc tu as cette fibre qui était en toi. Et il y a différentes choses, tu disais, qui t'ont animé au cours de ton parcours. Si on prend plus précisément peut-être le déclic ou l'élément effectivement déclencheur qui a été pour toi important quand tu étais chez Petit Bateau et que tu t'es dit c'est pas forcément la vie que j'ai envie de mener et où tu t'es dit je préfère
me construire la vie sur mesure pour m'épanouir avec ma famille. Est-ce que tu peux nous expliquer qui a été un déclic et ce que tu as ressenti à ce moment-là? Alors, le déclic, il n'est pas forcément interne à Petit Bateau au départ. Ça s'est passé une année, quelques mois avant de partir de Petit Bateau. Malheureusement, on a perdu en fait un très bon ami, le mari d'une de mes très bonnes amies d'un burn-out. Donc, ça a été un événement très douloureux et un électrochoc total. Ça a été un vrai déclic dans le sens où en fait, d'un seul coup, ça venait remettre la question de la place du travail. C'est-à-dire que comment doit-on envisager le travail aujourd'hui et demain? Quels sont les modèles que je veux donner à mes enfants? Le travail, pardon, ne doit pas nous rendre malades, ne doit pas nous tuer. Il faut que ça reste à sa place. C'était aussi une période où moi, chez Petit Bateau, il y avait pas mal de réorganisation. Du coup, j'avais quand même une énorme charge de travail. Ça pesait beaucoup sur mes épaules. Je retrouvais presque les choses qui m'avaient fait quitter l'entrepreneuriat et quand j'avais ma boîte vraiment lourde sur les épaules. Vraiment, à ce moment-là, je me suis dit qu'on vivait qu'une fois et qu'il était hors de question et de se dire je ne veux plus être dépendant d'un travail qui me fait... certes, j'adore le voyage, donc le voyage était vraiment une chose très importante dans cette expérience, mais qui, pour le coup, était tellement exacerbée que la fatigue, le fait d'avoir des petits-enfants en bas âge, j'avais l'impression finalement de ne pas les voir et de pas vraiment assister à toute leur première fois. Et je me suis dit comment je me réaligne finalement sur le moment présent et comment j'arrive à avoir une vie professionnelle qui englobe beaucoup plus la famille. Et je me suis mise à rêver en fait d'un family business. Et ça, je ne pouvais pas l'obtenir en fait en restant dans un grand groupe. Justement, tu parles de l'importance de ta famille et l'importance que ça a eu dans ta prise de décision. Qu'est-ce que tu voudrais leur partager comme vision des choses, de ce que tu incarnes en tant que femme, en tant que mère pour eux? Alors déjà, leur partager l'égalité. Donc, j'ai un garçon et une fille. Donc déjà, tout ce que je fais avec eux, tout ce qu'on fait avec eux, avec mon mari, c'est vraiment pour leur apprendre qu'on est un garçon, on est une fille, on est pareil. Donc, si mon garçon il a envie de pleurer, il a envie de dessiner avec des feutres roses, il le fait. Si ma fille, elle a envie de se déguiser en pirate et d'être une bourrine, parce qu'en plus, c'est ce qu'elle est, elle le fait. Donc déjà, la liberté d'être soi-même et surtout de ne pas se brider par rapport au regard des autres. Ce qui est important aussi pour moi et que j'essaie de leur inculquer, c'est d'être authentique et d'être vrai et de ne pas se laisser influencer. Alors évidemment, quand on est petit, qu'on va à l'école, tout ça, c'est difficile parce qu'on a envie d'être dans un rang. Au contraire, quand on est petit, on ne veut pas être différent. Mais j'essaie vachement de leur dire que peu importe ce qu'ils choisiront comme filière dans leur vie, il faudra qu'ils soient heureux parce que c'est le plus important. Que certes, travailler à l'école, mon fils est en CP, donc je lui apprends que c'est important, que bien travailler, c'est aussi se permettre d'avoir le choix derrière de s'ouvrir à ce qu'il veut ou ce qu'il voudra. Alors, souvent, je lui demande, c'est quoi ton rêve, Côme? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Est-ce que tu as des rêves? Il me dit, mais arrête de me demander toujours si j'ai des rêves, je ne sais pas. Je dis, ok, d'accord, tu ne sais pas, ça viendra plus tard. Je pense qu'aussi dans la manière de les éduquer et comment les ouvrir au monde, le voyage, évidemment, être curieux, être la curiosité depuis qu'ils sont tout petits. Alors certes, il y a eu les 2 ans de Covid où on a peu voyagé, mais avant le Covid et depuis que ça s'est réassoupli, on voyage, on retourne beaucoup au Maroc, on essaie de partir dès qu'on peut, découvrir des nouvelles cultures. Et avec ce projet, justement, dans quelques mois, de s'installer à Essaouira, de les scolariser dans l'école française, parce que c'est la seule école qui tient la route là-bas, mais malgré tout, d'être en contact de la population locale. Nous, notre maison, la maison Flamingo, elle est vraiment en pleine campagne avec des villageois autour de nous, des locaux qui sont adorables. Et en fait, ils vivront en fait, au quotidien avec cette population-là, de vivre beaucoup plus dans la nature, avec des animaux autour de soi, d'apprendre l'arabe à l'école, l'anglais aussi. Voilà, je pense que tout ça, le choix aussi qu'on prend aujourd'hui d'aller vivre, ou en tout cas vivre une tranche de vie là-bas, c'est aussi en grande partie pour leur offrir cette ouverture d'esprit et cette adaptabilité qui est si importante. Enfin, je crois que c'est probablement ce qui est le plus important pour nous qu'ils acquièrent en fait. Justement, tu as un projet de vie qui est un family projet, comme tu disais. Donc là, ça implique vraiment de quitter ce qu'on a, de lâcher derrière soi quelque chose. Donc, quand on parle en général de se réinventer, c'est la peur qui arrive. On a peur de manquer, on a peur de tout quitter. Quelle a été, toi, ou quelle est justement en ce moment ta plus grande peur dans ton projet et comment tu la gères actuellement?
Alors, évidemment, la peur, elle est là. En fait, ce serait mentir que de dire que la peur n'existe pas. Donc déjà, évidemment, la peur est là. Et en plus, moi, j'ai dû aussi passer par convaincre mon mari, qui, lui, n'était pas forcément dans cet état d'esprit au début. Maintenant, il l'est complètement. Sinon, ça n'aurait pas fonctionné. On ne serait évidemment pas parti s'installer au Maroc. En tout cas, on n'aurait pas le projet d'eux. Mais la peur, elle est là. Comment je la gère? En fait, déjà, avant de quitter mon travail, je me suis, comme je le disais en introduction, je me suis fait accompagner d'une coach. Je n'avais pas besoin de bilan de compétences, mais en tout cas, faire du coaching pour réaligner en fait ma volonté, ma nouvelle ambition et être vraiment dans les bons choix intrinsèques. Ça, déjà, je trouve que ça a été une bonne partie parce qu'on a eu pas mal de séances sur la gestion du risque. Finalement, quel est le risque? Définir le risque. Qu'est-ce que je risque? On part, on lâche son travail, on se donne 3 ans. Bon, alors sur l'âge, j'aurai tel âge, je reviendrai dans le salariat si ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça marche encore? Oui, ça marche. Qu'est-ce que je perds? Et en fait, finalement, en regardant dans le détail de toute sa vie et en faisant, entre guillemets, les plus et les moins de qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne, la ligne des plus, elle est beaucoup plus grande. Après, je suis quelqu'un qui quand même avait besoin de rassurer et que notre décision, parce que c'est un changement de vie qui implique toute la famille. C'est-à-dire que j'ai quitté mon job, mon mari à terme, dans quelques mois, va aussi quitter son job, on lance des business au Maroc. Il fallait qu'il y ait quand même une réalité économique en face de nos projets. Donc, ça, c'est mon côté très business-minded. J'ai mes petits fichiers Excel, je fais mes budgets, ça passe. Si on vit comme ça, est-ce que ça passe? Si on fait ce choix et d'avoir X mois sans salaire, est-ce que ça passe? Donc voilà, j'ai en fait modélisé pas mal de scénarios dont on a beaucoup échangé et discuté avec mon mari. Et on s'est dit, écoute, là, voilà, sur cette orientation-là, donc on est parti sur l'idée de créer un petit hôtel en fait en face de notre maison. Et à côté de ça, on a un deuxième projet qui est Terre Infinie, où en fait, on commence déjà à avoir des clients aujourd'hui, et ça se développera davantage quand on sera là-bas, des personnes qu'on accompagne pour faire leurs projets immobiliers et Essaouira. Donc, on s'occupe de tout, de A à Z. Et sur ces 2 projets, on a toujours une période de développement qui fait qu'on ne sait pas si ça va marcher, mais le fait aussi de multiplier les projets tout en restant focus, parce que c'est hyper important. Ayant déjà fait l'exercice il y a quelques années, je sais à quel point, quand on cherche le succès d'un projet, il ne faut pas s'éparpiller non plus. Je pense aussi ce qui a rassuré ce côté peur et qui l'a amoindri, c'est le fait aussi qu'à côté de ces projets entrepreneuriaux marocains, mon mari et moi, on avait quand même chacun dans nos métiers respectifs une expertise. Moi, en développement international, mon mari dans l'immobilier et la gestion de gros projets immobiliers. Et en fait, il y a quelques mois, moi, j'ai commencé aussi à faire des missions. Là, en ce moment, j'alloue 3 jours par semaine parce que j'avais un petit peu plus de temps là pendant 6 mois à une marque que j'aide à se développer à l'international. Il est fort probable que quand on arrivera en septembre prochain au Maroc, je puisse continuer d'allouer 1, 2 ou 3 jours par semaine à l'accompagnement d'une marque à distance. Donc, voilà. Et mon mari, ce sera pareil. Donc, en fait, on a ce fil rouge de projets entrepreneuriaux. C'est des projets qui mettent du temps à sortir parce que quand on a une phase de construction, notre hôtel, il va mettre 18 mois à sortir. Donc, voilà. On a besoin aussi de pouvoir avoir, entre guillemets, des projets beaucoup plus rapides. Et en fait, on s'appuie sur notre expertise d'origine. Et le Covid a aussi aidé tout ça à se mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut travailler d'un peu partout dans le monde. Et ce statut un peu de consultant freelance où on n'est pas en CDI dans une entreprise, mais on peut continuer à faire son métier, son propre métier, mais en étant détaché, en étant indépendant, ça a aussi permis d'avoir une peur bien plus maîtrisée qu'avant. Donc, en fait, tout ça, c'est une question de jauge, mais ça nécessite quand même d'être super organisé, sinon ça part complètement dans tous les sens. C'est hyper intéressant ton approche et ça montre justement que la réinvention professionnelle, parce que moi, je l'appelle comme ça, parce que je ne parle pas forcément de reconversion, parce que ça va vraiment au-delà de ça. C'est vraiment une réinvention professionnelle et toi, c'est vraiment une réinvention de vie au final. Et tu montres effectivement comment tu peux articuler tout ça avec des projets, on va dire, de transition ou des projets en tout cas que tu as ton but final, ton rêve. Entre-temps, tu mets des briques
pour que ça passe, parce qu'effectivement, on a des rêves, mais on ne peut pas vivre exclusivement d'amour et d'eau fraîche, c'est un petit peu compliqué. Donc, tu expliques que tu peux partir avec ton expertise, parce que oui, les femmes qui se réinventent, elles ont tous une expertise, elles ont certainement une carrière derrière elles, comme toi, tu l'as. Tu expliques que tu peux mettre au service ton expertise auprès d'autres entreprises en étant flexible, en étant freelance. Et tu peux aussi travailler sur ton projet à plus long terme, qui est la construction de cet hôtel, en plus de la maison Flamingo, et qui te permet du coup d'avoir un plan d'action plus rassurant et de ne pas subir, on va dire, la peur, mais plutôt danser avec elle. Moi, j'aime bien dire danser avec la peur. Toi, tu as twisté avec la peur. Ouais, je suis complètement d'accord. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et euh, on est dans un monde quand même où la société nous modélise. C'est-à-dire on est un peu tous des copier-coller, on fait tous les études, on a tous un travail, enfin voilà, on ne se pose pas beaucoup de questions. Et en fait, finalement, en prenant ce temps, en quittant Petit Bateau et en prenant les premiers temps, surtout de réflexion, de prise de distance et de se dire comment on va y arriver, on a cet objectif. C'est super important d'avoir un objectif. En fait, ça te donne un cap et tu te dis qu'est-ce que je fais pour y arriver. Ça y est. Et en fait, je pense qu'on a tous en soi, mais des milliers de choses qu'on peut faire. En fait, je pense qu'il y a une phrase qui m'avait marquée d'une sociologue à une époque qui disait les nouvelles générations vont devenir toutes entrepreneurs d'elles-mêmes. En fait, c'est ça. On devient, et moi, c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, on peut faire plein de choses. Et j'ai déjà plein d'idées en backup si mes idées ne fonctionnent pas. Et c'est juste que ces choses-là, on n'est pas forcément éduqué pour les développer, parce qu'on est éduqué pour avoir un métier et une tâche. Sauf qu'en fait, on peut tous faire plein de choses. Et tu as l'air de kiffer quand tu me dis ça, parce que les auditrices et les auditeurs ne te voient pas, mais tu as des paillettes qui apparaissent tout autour de toi et dans ton visage. Et c'est ça, justement, le fait de kiffer, de se réinventer et de montrer qu'on a plusieurs cordes à son arc. Et du coup, si on revient justement aux étapes clés pour toi, pour partir dans cette aventure de changement de vie vers le Maroc, tu nous expliquais qu'en 2017, vous étiez entre guillemets, tombé amoureux de la région d'Essaouira. Rapidement, vous avez cherché un terrain. Tu nous expliquais que ça avait mis 1 an. Est-ce que tu peux nous redécomposer les étapes justement pour arriver au premier projet qui est Maison Flamingo et comment tu imagines les autres étapes et notamment nous parler de ton installation future au Maroc? Alors, les étapes, déjà pour Maison Flamingo, comme je te le disais, il y a eu, on va dire, une réalité assez rapide qu'on a eue suite à ce premier voyage en 2017, où on s'est mis en recherche très rapidement d'un terrain. Bon, le fait est que ça a pris 1 an, tout simplement parce qu'on n'est pas basé là-bas et qu'on a voulu le faire aussi nous-mêmes et pas forcément se faire aider pour le faire. Ensuite, le temps de faire la conception, déposer le permis de construire, ça nous a rajouté, on va dire, 6 mois. Il y a eu 1 an et demi de construction qui aurait été plus rapide si on n'était pas en confinement, mais bon, voilà. Tout ça, c'était un projet qui a été réalisé en parallèle de nos jobs. Là-dessus, on n'était pas du tout à temps plein sur ce projet. Là, maintenant, sur les nouveaux projets, on a commencé il y a bientôt 1 an, en fait, à faire toute la conception de notre hôtel. Et là, on était sur un projet touristique. Donc, évidemment, le dépôt de permis de construire et toutes les autorisations touristiques à obtenir au Maroc ne sont évidemment pas aussi simples que pour un projet privé. Donc, on est passé par 1 an de procédure, un peu compliquée, un peu laborieuse pour être honnête, mais on y est arrivé. Et là, on a entamé depuis 2 mois la construction de notre petit hôtel. Et c'est aussi pour ça qu'on part s'installer là-bas en septembre, parce qu'on sait à quel point c'est important d'être sur place pour suivre la construction et essayer d'attraper le timing qu'on aimerait, c'est-à-dire ouvrir pour l'été 2023. C'est quand même toujours mieux d'ouvrir avant une haute saison plutôt qu'ouvrir, même si Essaouira fonctionne à l'année. Le projet a quand même pour ambition de sortir au début de l'été 2023. En fait, moi, j'ai lancé aussi il y a quelques mois, mais c'est pareil, c'était vraiment pas forcément le plan de départ, mais plus suite à une opportunité qu'en fait, quand j'ai lancé Maison Flamingo sur les réseaux sociaux, une fois que la maison était finie, était meublée, il était important pour moi de créer un compte sur Instagram qui ait du sens, qui emmène les gens dans cette aventure, qui leur donne envie, qui leur fasse découvrir aussi l'histoire de cette famille de Français qui développent des projets au Maroc, à Essaouira. Ce n'est pas
c'est pas commun. On a ce sens aussi artistique et esthétique avec mon mari, où on a tout de suite eu énormément de compliments. Donc, on s'est dit, on va partager ce qu'on a fait de notre maison sur les réseaux sociaux parce que ça a l'air de plaire. Et finalement, l'engouement a été assez rapide. Et très vite, on a eu, je crois, le premier mois où j'ai lancé la maison sur Airbnb et sur les réseaux sociaux, on a eu 3 ou 4 demandes d'achat de notre maison. Donc là, bon, évidemment, elle n'était pas à vendre, mais on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et on a une personne notamment qui nous a contactés en disant, si votre maison n'est pas à vendre, est-ce que vous pourriez m'aider à en faire une un peu comme la vôtre? Et c'est comme ça qu'est né Terre Infinie, donc le service d'accompagnement. D'ailleurs, il y a un petit jeu de mots, Terre Infinie, terrain infini. C'est comme ça, en fait, suivant la demande qu'est sorti, qu'on a lancé ce service. Et on accompagne aujourd'hui 2 clients. On a aussi 2 ou 3 clients qui sont, entre guillemets, en récupération d'informations et qui vont pas tarder, je pense, à se lancer. Mais tout ça, on a aussi la conscience qu'il fallait aussi venir s'installer sur place pour pouvoir légitimer notre action et faire que les projets seraient menés à bien. Donc, j'ai envie de dire, sur ces 2 entreprises simultanées, voilà, il y a eu des prises et des amorces qui ont été faites depuis la France aussi pour tester son produit, parce que c'est quand on lance, par exemple, un projet, une entreprise ou quoi que ce soit, c'est toujours important d'avoir une période de test pour sentir aussi comment la chose prend en termes de pricing, de produits, de communication. Et puis, c'est aussi en voyant que tout ça s'amorder, en voyant que Maison Flamingo plaît beaucoup, on arrive vraiment à bien la louer dans les moments où le pays a été ouvert pendant 2 ans, donc le pays a fermé la moitié du temps, mais dans les moments où il était ouvert, on a vraiment bien loué. Et même dans les moments où il était fermé, on a aussi bien loué à une population locale. Donc, on s'est vraiment dit que on a voulu en fait écouter cette petite voix intérieure qui nous disait « j'y crois, j'ai peur, mais j'y crois, mais j'ai envie de m'écouter et j'ai envie d'essayer ». Et en fait, c'est drôle parce qu'en fait, autour de nous, on est dans la tranche 30-quarantaine. Tous nos amis travaillent depuis 15-20 ans dans leur job. Je peux te dire que 95% des gens autour de nous se posent des questions, ont envie de changement, ont envie de réinventer leur vie et ont envie de plus s'écouter. Très peu passent à l'action. Et la coach qui m'avait aidée à organiser et aligner mes idées, j'ai dû donner 10 ou 15 fois son contact. Évidemment, ça n'a pas concrétisé à chaque fois. Il y a peut-être 2 personnes qui l'ont suivi derrière, mais ce que je veux te dire, c'est que ce qui me montre à quel point on est dans un monde très mouvant et on est dans une génération où les gens ont envie d'autre chose, ils ont envie d'écouter leurs rêves et c'est quasiment systématique. Tu vois, il y a 2 jours, j'ai fait une story sur Instagram sur le compte Maison Flamingo en disant quel est le type de contenu que vous voudriez voir un petit peu plus sur notre compte avec 4 choix. Et un des choix, c'était changer de vie, c'est possible. Et j'ai 50% des répondants qui ont misé sur cette thématique-là. C'est-à-dire que c'est une thématique super forte. Les gens ont envie de s'écouter, ils ont envie d'avoir une vie d'aventure, ils ont envie que ce soit n'importe quoi d'ailleurs, que ce soit aller faire de la confiture ou des fromages ou être ébéniste ou se lancer dans l'écologie, mais n'importe quoi. Et en fait, les gens n'osent pas parce que notre société ne nous a pas forcément appris à oser ce genre de choses. Voilà. Exactement. Tu étais plein d'énergie et ça finit par un… Voilà. Mais exactement. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai vu cette story. Et justement, dans le podcast, j'ai interviewé une ex Danone qui est devenue fromagère, une autre nana qui a ouvert son restaurant. Je n'ai pas eu d'ébéniste encore, mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est vraiment ce vent de changement, envie de réinventer sa vie, mais surtout de se la réapproprier et de faire des choses qui nous font vibrer et qui sont remplies de sens. Et comme tu dis, c'est vraiment, ça peut varier par rapport aux valeurs et au centre d'intérêt de chacun. Ça va être l'écologie pour certains, ça va être le voyage pour d'autres. Et c'est chacun son chemin, et surtout à chacun d'en prendre conscience comme tu l'as fait. Et justement, quand tu as fait ce projet, toi, tu as entrepris plusieurs fois. Tu es revenu dans le salariat et après, tu t'es fait accompagner, tu t'es fait coacher. On dit que c'est souvent un grand voyage à la découverte de soi. Est-ce que tu peux nous partager si tu as découvert des choses en toi
intéressantes ou qui t'ont étonnée pour justement inspirer d'autres femmes qui se posent des questions et qui sont elles-mêmes en quête d'elles-mêmes? C'est pas facile cette question. C'est toujours plus facile d'aller trouver chez les autres, chez ses amis, plutôt que sur soi-même. Mais en fait, c'est vrai que ce cheminement, c'est évidemment un cheminement atypique et qui pousse dans ses retranchements. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert que, comme tout être humain, on a des moments où on est cramé. Et évidemment, ces moments-là, je les ai eus et j'ai découvert que, et je pense que c'est l'humain qui fait comme ça, hein, que dans les moments où on n'en peut plus, c'est ces moments-là où tout est possible, en fait, où c'est cyclique, en fait, tout est cyclique et on peut repartir sur des nouvelles phases. Comment arriver à être beaucoup plus homogène dans ses envies, dans ses projets, dans ses réflexions? Donc moi, j'ai appris ça. En fait, ça m'a appris finalement ces différentes vies tout court. Ça m'a appris l'endurance, on va dire. Et aussi la persévérance, à toujours se remettre en question. C'est-à-dire, rien n'est acquis. Passe mon temps, en fait. J'en discutais, c'est marrant, juste avant avec une amie qui je lui disais, j'ai toujours ce sentiment d'avoir un peu une course contre la montre, comme une sorte de tic-tac dans la tête. Le tic-tac, en fait, c'est jusqu'à la mort. En fait, pardon, je parle peut-être de choses dont on parle peu, mais c'est vrai que ces 2 dernières années, entre notre amie qu'on a perdue et notre belle-sœur, malheureusement, qu'on a perdue aussi, qui était un événement aussi choquant, il y a eu 2 décès très rapprochés. Du coup, le rapport à la mort a un peu changé. Et je pense, mais ça, c'est depuis toujours, depuis toute petite, que j'ai ce tic-tac de dire je veux absolument vivre à 100 à l'heure avant de mourir. Et j'ai souvent cette image de me dire sur mon lit de mort, qu'est-ce que je veux, comment je veux avoir vécu. Et donc, tout à l'heure, tu me disais, qu'est-ce qui a été le déclic aussi pour partir de Petit Bateau? Je crois que je me suis dit, sur mon lit de mort, est-ce que j'ai envie de me dire que j'ai fait une carrière, j'ai eu des super postes dans plusieurs marques à l'international, probablement peut-être même DG, et est-ce que c'est ce à quoi j'aspire? Je pense que j'en suis capable, mais est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? Non. Et est-ce que c'est vraiment ce que je veux me dire que j'ai eu comme vie sur mon lit de mort? Non, j'ai envie d'avoir vécu plein d'autres choses. Donc, je crois que finalement, oui, l'apprentissage sur soi-même, il est aussi là, il est aussi de savoir s'écouter, de se rendre compte aussi que les événements de la vie, c'est pareil, les gens qui souvent tombent très gravement malades ont des électrochocs et ça leur permet aussi de changer et d'avoir ce boost pour changer de vie. Et malheureusement, je pense que c'est dommage d'attendre ce type d'électrochoc parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mais pour tout le monde. Et je crois que je vis vraiment avec cette idée non-stop que tout peut s'arrêter et du coup que je veux vivre à 100 à l'heure. Donc, du coup, le désavantage, c'est que ça fait des caractères impatients aussi. C'est-à-dire que quand on veut aller vite et qu'on veut bouffer la vie, parfois, tout ne va pas si vite et il faut savoir gérer son impatience. Et justement, tu parles d'impatience et en même temps que tu as appris la persévérance dans ton projet, dans ton aventure, qui se poursuit d'ailleurs. Mais en même temps, dans tous tes projets, même quand tu as créé une marque en Asie, et là avec Maison Flamingo, et là avec la construction de votre hôtel de 8 chambres, c'est des projets plutôt long terme. Tu t'es pas dit, je vais créer un truc en 2 secondes en ligne qui est fait comme ça un peu par magie. C'est des choses qui sont longues à sortir de terre, c'est le cas de le dire. Comment tu gères ton impatience dans ce type de projet qui, en plus, au début, tu parlais de la phase de développement, où c'est plutôt lent, il y a quand même la lourdeur administrative au Maroc, c'est connu, surtout quand on n'est pas résident marocain. Comment tu gères ce conflit de ton étape, tu vas être speed, mais en même temps, tu peux pas? Écoute, très bonne question. Déjà, la première chose, c'est que, et on a de ça en commun avec Nico, mon mari, c'est qu'on est des bâtisseurs. On aime créer. Et mes expériences, ça n'a pas été des expériences de 6 mois ou de 2 ans. Enfin, voilà, quand j'ai créé ma marque, j'ai fait ça pendant 7 ans. Je suis restée 5 ans chez Petit Bateau. Alors certes, ça n'a pas duré 15 ans à chaque fois, mais je veux dire, déjà, je ne suis pas quelqu'un de court-termiste dans l'idée. Je suis quelqu'un qui bâtit. J'ai fait du sport à haut niveau pendant 16 années, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 22 ans. Donc, je suis quelqu'un, voilà, la persévérance, elle fait vraiment partie de mon trait de caractère. Et je ne suis pas quelqu'un qui zappe. Je suis quelqu'un de très loyal. J'ai toujours les mêmes amis depuis toujours. Je m'en suis fait d'autres, évidemment. Et pour gérer cette impatience, justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est ce curseur, en fait, de jauger que dans les moments où il va falloir avoir plus de patience, de venir intégrer des petites missions beaucoup plus court-termistes
sur lesquels je vais me rechallenger intellectuellement sur autre chose. Ça, typiquement, je l'ai aussi choisi à ce moment-là parce que je savais que j'allais rentrer dans une période de patience. Voilà, donc encore une fois, c'est une question d'organisation, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à cloisonner et à découper mon temps. C'est hyper important d'être focus et d'être vraiment bien organisé pour le faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à jauger. Et c'est vrai, tu as raison, le projet d'aujourd'hui et tout ce qu'on est en train de bâtir, sauce figurée au sens propre, des fondations et puis des choses qui se construisent dans le temps. Ce qu'on a imaginé cette fois-ci avec mon mari, c'est carrément un projet de vie. C'est-à-dire que cet hôtel, cette maison, on a déjà un projet de deuxième maison derrière. Si l'hôtel fonctionne, moi c'est mon côté business développeur, j'ai déjà l'intention d'ouvrir une autre maison Flamingo, villa / hôtel ailleurs au Maroc ou ailleurs dans le monde, pourquoi pas même en Asie. Donc voilà, c'est un projet qui est infini en termes de développement. Il faut juste qu'on soit hyper bon dans ce qu'on fait aujourd'hui et que ce soit suffisamment fort pour pouvoir le dupliquer à vie, construire des équipes et emmener notre famille à chaque fois sur les futures maisons Flamingo qu'on construira à travers le monde. En fait, on a constitué ce projet de vie, on se voit, si tout fonctionne comme on l'espère, on se voit faire ça jusqu'à notre mort. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément envie de revenir, en tout cas, je te le dis là, mais évidemment, dans 10 ans, j'aurai envie de quoi? Je pense que si tout fonctionne comme on le souhaite et comme on le fait aujourd'hui, il y a des chances que ce soit un way of life. En fait, on travaille sur un way of life, c'est-à-dire que on s'est même dit, mais comment avec nos enfants, on peut aussi ne pas s'empêcher d'aller passer 2 mois à Bali, un hiver, si on a envie. Comment avec notre hôtel, on arrive à se créer cette vie beaucoup plus nomade, beaucoup plus d'aventure, et en étant aussi ultra business, parce qu'il n'est pas question de s'arrêter de bosser, il n'est pas question de rien faire, il n'est pas question... donc en fait, c'est comment on met tout ça en branle pour que ça fonctionne. Way of life, tu me fais rêver. En tout cas, je pense que tu feras rêver aussi toutes les personnes qui nous écoutent. Ça donne vraiment envie de se dire, bah, c'est pas justement un projet professionnel, c'est un projet de vie. Mais tu vois, après, il faut y arriver parce que ça, voilà, entre l'idée de départ, c'est entre guillemets, moi aussi, je me fais rêver à moi-même, mais il faut y arriver en fait. Donc, c'est pour ça que les 2-3 prochaines années vont être cruciales, enfin, même les 3 prochaines années vont être cruciales. Et puis, l'avenir nous dira si on a eu raison de prendre ces paris, de prendre ces risques mesurés et puis d'essayer de réinventer notre vie. C'est vraiment le mot, tu vois, réinventer, là, c'est complètement ça, quoi. Justement, si on revient sur... donc, tu as de grandes idées de développement pour votre projet de vie / projet familial. Dès le début, la maison Flamingo, si je comprends bien, c'était déjà un projet pas seulement de maison de vacances. Le but, c'était quand même de faire une partie business avec, on est d'accord. C'était pas juste une construction au Maroc pour votre usage personnel. Alors oui, l'idée, c'était d'en profiter soi-même pour sa famille, mais aussi de le mettre en location le reste du temps. Mais c'était plus le mettre en location pour avoir un investissement locatif. Voilà, il n'y avait pas forcément d'idée que ça devienne derrière un démarrage de business. C'est venu avec le temps. C'est pour ça aussi que c'est ça qui est chouette dans la vie, c'est qu'au fil des choses qui avancent, des rencontres qu'on fait, des coups de cœur qu'on a, ça vient finalement réorienter le parcours. C'est ça qui est chouette, tout n'est pas tracé. D'accord. Et du coup, vous avez trouvé un nom qui est ultra fort, on va dire, en branding, en storytelling. Je pense qu'il y a quand même quelque chose aussi c'est lié avec peut-être votre nom de famille ou autre, si tu veux nous partager ça. Comment vous avez fait au niveau touristique, pardon, Essaouira, c'est moins développé que Marrakech, certes, mais l'offre est quand même en croissance. Comment vous faites pour vous démarquer? Comment tu as fait pour gérer ta communication? Est-ce que tu t'es fait aider? Est-ce que tu as tout fait toi-même? Quelles ont été un peu ta logique marketing de communication dans le développement de votre marque familiale? Alors, j'aime bien cette idée de marque familiale parce que c'est vrai que je communique encore très peu sur ce côté family business, mais c'est prévu. Moi, ce que je voulais, alors déjà le nom Maison Flamingo, c'est vrai que ça fait référence à notre nom de famille, flamand, voilà. Parce que nos amis, nos potes nous disent toujours les flamingos, on vient chez vous, machin. Bon, on avait ça. Après, on s'est dit, c'est quand même un peu dommage, ça n'a pas de consonance marocaine. Et en même temps, comme très rapidement, moi, j'avais un peu cette vision business internationale, je me suis dit, mais moi, je trouve que Flamingo, c'est cool, c'est peps, c'est jeune, c'est intemporel, c'est international, ça s'exporte partout. Qui a toujours travaillé dans l'export. Et puis, on a des copains qui nous ont dit, mais oui, mais partez sur ça, c'est tellement vous. Donc voilà, on s'est dit, encore une fois, comme quand j'ai créé ma marque, qui s'appelait Jog,
Jog, c'était mes initiales, Jessica Hautenin Girard, mon nom de naissance. Voilà, en fait, encore une fois, on fait avec ce qu'on a et parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher la lune. Parfois, capitaliser sur les petites choses qu'on a, c'est chouette. Et comme tu dis, ça crée aussi un storytelling derrière. Et après, sur la partie communication marketing, moi, donc chez Petit Bateau, j'ai vraiment aussi appris et pris conscience à quel point la communication digitale était primordiale et à quel point les réseaux sociaux, quand on savait les utiliser, pouvaient être très forts. Et donc, moi, ce n'était pas mon métier à la base, donc je me suis un peu formée de manière autodidacte en regardant des blogs, des tutos YouTube pour comment animer en fait une communauté, comment construire une communauté. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Alors après, ça reste petit, hein, on a bientôt 5000 followers sur Instagram, ça reste petit, mais on a un super taux d'engagement. Et puis surtout, moi, je ne veux surtout pas tomber dans le fake et dans l'achat de communauté. Ce n'est pas du tout ce vers quoi on veut aller. Je préfère qu'on reste petit mais fidèle avec une communauté super engagée plutôt que plutôt que grossir très vite avec un très faible taux d'engagement. Et en fait, moi, tout de suite, je me suis dit, Essaouira est un joyau qui n'est pas encore assez connu. Je ne vais pas attendre et capitaliser sur le fait que les gens cherchent à venir à Essaouira et tombent sur la maison, je vais faire le travail inverse. Je vais leur donner envie en étant présent sur les bons canaux et auprès de la bonne cible sur les réseaux sociaux. Et parce qu'ils vont tomber amoureux de ma maison, ils vont venir découvrir Essaouira et je vais les aider. Tous les clients qui viennent découvrir et qui logent chez nous, on les aide énormément à déjà organiser que leur voyage soit exceptionnel, soit parfait, que l'exécution et le service soient au top. Et surtout qu'on les met à disposition des meilleurs pour faire toutes les meilleures activités de la région, aller dans la petite coopérative à côté de chez nous pour acheter leur huile d'argan fait à la main par les femmes de la coopérative, aller voir Momo, notre super copain surfeur qui fait aussi des randos et qui t'emmène dans les petits coins hyper sympas. Enfin, voilà, on les met en contact avec tout cet écosystème qu'on s'est aussi créé en local. Donc, en fait, j'ai envie de dire, la stratégie marketing communication, c'est de donner envie de faire voyager et d'emmener avec nous et de faire partager cet amour de la région et puis de l'esthétisme, de la déco, du design. Et puis derrière, quand le voyage se concrétise, d'avoir une exécution et une expérience de voyage qui soit parfaite. Effectivement, vous faites vivre une véritable expérience avec Maison Flamingo et on voit déjà avec toutes les photos la qualité des photos elles-mêmes, de l'environnement. Et c'est vrai que vous avez construit, comme tu le dis, un écosystème avec des acteurs locaux. Donc, vous contribuez à faire travailler l'économie locale. Je pense que c'est quelque chose important aussi pour nous. Qui vous tient à cœur. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous intégrer dans la culture marocaine ? En fait, on a été étonnamment hyper bien accueillis. Comme je te le disais en introduction, Essaouira est très différent de Marrakech. Il n'y a pas ce tourisme de masse. Et finalement, des Français qui se sont établis, qui ont créé leur projet immobilier, il y en a, je ne vais pas te cacher. Mais malgré tout, alors nous, on n'est pas dans la ville d'Essaouira, on a 8 kilomètres à côté. Et vraiment, mais même dans la ville, dans la Médina, il y a une gentillesse et une authenticité chez la population locale. Essaouira, en fait, c'est un ancien port de commerce qui était très fort il y a 200 ans, qui était un ancien comptoir portugais. Et en fait, ça a toujours été une cité mixte, très cosmopolite. Par exemple, dans la Médina, cohabitent extrêmement bien musulmans, chrétiens, juifs. Il y a une douceur de vivre. Est-ce que c'est le côté ville océanique, bord de mer, qui est très différent du côté hyper business, hyper agressif, hyper mass market. En fait, partout où le tourisme se développe beaucoup, je pense aussi à la Thaïlande quand je dis ça, et un peu de façon massive, ça dénature beaucoup de choses. Après, les Marocains sont d'une nature très accueillante et très sympathique. Encore une fois, ils n'ont pas été dénaturés par un tourisme de masse. Donc, j'espère que la région, la destination se développera, mais se développera dans un bon niveau. C'est-à-dire qu'on ne deviendra jamais une destination de masse. On restera sur quelque chose d'un peu plus niche pour des connaisseurs, tout en restant attractif. Et du coup, justement, la prochaine étape, c'est votre installation au Maroc. Comment tu envisages ça par rapport effectivement à ta vie familiale ? Tu parlais de l'école des enfants. Comment tu imagines franchir ce cap-là ?
Je l'imagine très sereinement. On va mettre en location notre appartement. On habite en région parisienne à Suresnes. Donc, on va laisser tous nos meubles dans notre appart, parce que notre maison est déjà meublée. On verra. Je suis absolument très détendue sur le fait de louer les lieux qu'on crée. Donc, on a créé cet appartement qu'on adore à Suresnes, on le loue. On part à Essaouira. On a aussi conscience qu'on va s'installer une partie du temps dans la maison Flamingo, mais qu'on ne veut pas la rendre inaccessible. Donc, on va dégager toutes les vacances scolaires et même quelques moments dans l'année pour continuer à louer notre maison Flamingo jusqu'au moment où on aura l'hôtel. Comme ça fait quand même une bonne continuité. Et non, l'école des enfants, on va aller la visiter. Là, dans 10 jours, on repart au Maroc, tous les quatre. On a rendez-vous avec l'école pour la visiter. On a rendez-vous avec un petit appartement pour visiter un appartement et une petite maison à Essaouira dans les moments où on continuera à louer Maison Flamingo. Comme ça, on a un backup un peu sympa à côté. On a déjà, en fait, même si la maison est récente, on a eu la chance d'accueillir déjà pas mal d'amis dans notre maison, de famille. Ça a l'avantage d'être à 3 heures de la France. Je sais qu'on aura beaucoup de visites, que nous, on ne sera pas très loin non plus. Donc non, en fait, ce n'est absolument pas une source de stress, c'est que du plaisir d'envisager et d'avoir dans quelques mois ce déménagement qui se profile. Et les enfants le prennent plutôt bien. Ma fille qui a 4 ans me disait, mais maman, comment on va faire pour amener ma maison de poupée? Parce qu'ils ne comprennent pas trop comment on va mettre tout ça dans des valises. Donc, je leur explique que ce sera un déménagement avec un camion. Voilà. Ça a l'air plutôt effectivement très détendu. Ça fait plaisir à voir. Mais justement, on dit que dans ces phases-là d'entrepreneuriat, on vit souvent des montagnes russes émotionnelles. Comment tu gères justement tes émotions dans toutes les aventures que tu as pu traverser, justement dans l'aventure Maison Flamingo et dans celle qui arrive du déménagement, etc. Ah, bonne question. Parce qu'alors évidemment, là, c'est tout sourire, on rigole, on discute, tout se passe bien. Mais évidemment qu'il y a des moments où j'aurais bien un punching ball pour taper dedans. Non, non, évidemment, trêve de plaisanterie. Non, ce que je fais pour décharger, en fait, je fais du yoga. Je fais beaucoup de yoga. Depuis que j'ai quitté Petit Bateau, je me suis mise dans le yoga et j'adore. Je trouve que c'est une super discipline à la fois mentale, physique. J'adore l'esprit. D'ailleurs, on accueille aussi des retraites de yoga chez nous à Maison Flamingo et ça se passe super bien. C'est hyper bien adapté. Non, ça, le fait de décharger, de voir ses copines, de voir des amis, évidemment, hein, de papoter, de se sentir écouté, compris. Bien sûr, toute la partie administrative pour avoir toutes nos autorisations, ça a été un long chemin. Il y a eu effectivement des montagnes russes et des moments vraiment de crise parfois parce qu'on était face à des murs et des situations qui ne se débloquaient pas. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus le type d'accompagnement que vous proposez avec Terre Infinie, justement? Alors, Terre Infinie, ça s'adresse vraiment à des particuliers qui souhaitent, des Européens, qui souhaitent en fait développer leur projet immobilier. Donc, quand je dis projet immobilier, ça peut être un projet de villa, maison de famille, projet comme nous qui est aussi un pan d'investissement locatif ou par exemple une personne qui veut aussi développer sa maison d'hôte, son petit hôtel. Voilà, ça, c'est des projets qu'on peut intégrer clé en main, c'est-à-dire qu'on peut s'occuper de tout avec mon mari. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré justement dans tes projets au Maroc, qui t'ont servi un petit peu de guide? Oui, alors il y a cette Française dont je parlais en introduction, Dominique, qui se reconnaîtra si elle écoute. Dominique Maté, qui a la maison d'hôte Riyad Baoussala, qui est depuis toujours à Essaouira, depuis plus de 20 ans à Essaouira, et qui, elle, a été vraiment au démarrage. Première fois qu'on est venu à Essaouira, on avait loué la maison de sa fille. Et c'est vraiment en discutant avec elle que tout est parti de là, en fait. On s'est dit, mais ce qu'elle vit, ce qu'elle a fait, ça nous parle, ça nous fait rêver. Après, on a aussi rencontré un couple hyper sympa. Elle est marocaine, lui est français. Ils ont développé une surf house, un super lieu à Essaouira qu'on adore, qui ont une super com digitale. Donc, en ça, ils sont aussi très inspirants et ils ont un peps et un dynamisme incroyable. Donc ça, voilà, pour les personnes en local, je dirais ça. Et puis, c'est les parcours de vie des uns des autres, les personnes qui arrivent finalement à sortir un petit peu et à se mettre, pas en danger, mais en tout cas qui s'écoutent. Pour moi, ça reste des personnes très inspirantes, qui tentent des nouvelles choses. Et puis, on a encore beaucoup d'amis qui vivent à l'étranger.
Et donc, je les admire aussi, c'est des personnes inspirantes parce qu'elles ont sans cesse, ces personnes-là, ces amis ont sans cesse cette réinvention à chaque fois qu'ils changent de pays et qu'ils recommencent tout au départ, que ce soit le pays, les fréquentations sociales. Et ouais, j'admire aussi cette capacité à aller de pays en pays avec sa famille et de tout recommencer à chaque fois. On arrive à la partie qui s'appelle le funk des idées. Donc, le but, c'est de tordre le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, je vais commencer les phrases et toi, tu les termines de manière spontanée. Est-ce que ça te va ? Ouais, super. Cool. Alors, avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que... Ça serait si difficile d'entreprendre. D'accord. Le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était... De suivre le groupe. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était... Devenir boulangère, par exemple. Ma plus grande peur, c'était... D'être dans l'inaction. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Astronaute. Même si je suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi quand... Oh, toutes les semaines. Dès que je peux. C'est vital. Génial. Pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment dans ta vie ? Le retour du soleil. Le soleil, le printemps, les fleurs qui sortent, l'été et puis notre projet au Maroc. Est-ce qu'il y a une habitude healthy bien-être dans ta vie de femme que tu aimerais nous partager ? Ouais, le yoga. Franchement, je recommande à toutes les femmes qui veulent se sentir bien dans leur corps d'avoir une routine yoga 1 à 2 fois par semaine. C'est génial. Idéalement avant le petit déjeuner. Cool. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend funky aujourd'hui dans ton quotidien ? Ouais, le fait d'avoir 100 000 projets et 100 000 idées à la seconde. Mais du coup, parfois, je perds un peu des crédibilités auprès de mon entourage parce que j'ai tellement d'idées différentes qui me regardent en disant « Ah oui, encore une nouvelle idée !» Mais du coup, il y en a quand même qui aboutissent. La preuve, regarde tout ce que tu as construit, tout ce que tu veux. Bien sûr, il y en a qui aboutissent. Mais du coup, je suis un peu insatiable sur ce truc-là. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie de salarié ? Avoir une pratique sportive le matin, une fois que j'ai déposé les enfants à l'école, ça, c'était pas possible. Alors, avec le travail, maintenant, c'est un peu plus possible. Et puis, aller chercher mes enfants parfois à 4h30 à l'école, ça, je pouvais pas le faire. Et j'adore. Génial. Et est-ce que pour finir, il y a un message que tu souhaiterais faire passer ? Le message, c'est oser écouter sa petite voix intérieure et oser la différence. Vraiment, je pense qu'on a tout à y gagner, que ce soit des petits projets en parallèle de son travail, en parallèle de sa vie, à des grands projets. On n'a qu'une vie. La vie est courte, la vie passe vite. Osez et mettez la peur au dernier plan. On n'a pas le temps d'avoir peur. Ça nous a requinqué, mis plein d'énergie, notre échange. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, la Maison Flamingo et tous tes projets ? Alors, la Maison Flamingo, vous pouvez nous trouver sur Instagram en tapant Maison Flamingo Essaouira. On a aussi un site, maisonflamingo.com, et notre accompagnement immobilier terreinfini.com. Et puis, voilà, on a sur LinkedIn, Jessica Flamand, vous me trouverez aussi. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Jess. C'était vraiment un grand plaisir de partager ton aventure. Ouais, génial aussi. Super discussion. Super. Merci beaucoup. Et bravo pour ton podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happyhealthyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.